Alors déjà, comme je lance des prédictions à assez long terme, j'ai souvent raison, mais jamais totalement raison. Déjà parce que quand tu annonces un truc, les autres, ils contre-attaquent, etc. Donc qu'est-ce que j'ai annoncé depuis très longtemps? J'ai annoncé que pour faire croire qu'il se passait quelque chose encore en politique en France, à part le combat incarné par le Front National, ils allaient introduire en France, à l'américaine, des primaires. Hein, c'est-à-dire, en fait, finir de supprimer la Ve République de Gaulle, passer du septennat au quinquennat et introduire des primaires. Et j'ai dit donc que pour occuper l'espace médiatique et faire croire aux Français qu'il se passe quelque chose qui pourrait les inciter à voter, entre guillemets, pour autre chose que le Front National, ils allaient créer des primaires à droite et des primaires à gauche, et qu'ils allaient même changer le nom comment dirais-je, de l'UMP et du PS. Là-dessus, j'ai eu parfaitement raison, puisque l'UMP s'appelle déjà les Républicains, donc on voit bien que c'est copié sur le modèle américain. Le PS s'appelle pas encore les démocrates ou les progressistes, pour pas que ce soit trop visible que c'est exactement le modèle américain. Il va falloir qu'on change tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être même qu'à un moment donné ou un autre se posera la question de notre nom. Je pense que le terme le plus exact aujourd'hui, c'est pour nous d'être les nouveaux progressistes. Mais on a bien organisé des primaires à droite, on est bien en train d'organiser des primaires à gauche, donc tout se passe bien comme je le dis. Et tout ça occupe le terrain pour faire croire qu'il se passe quelque chose de nouveau, pour que les gens aillent voter. Et pendant ce temps, on asphyxie l'espace médiatique et le côté, je dirais, nouveau et anti-système du Front National. Peu importe le résultat, cette primaire est avant tout un succès démocratique. Des millions de Français se sont mobilisés pour voter, se sentant de nouveau concernés par la politique de leur pays. Et ça y est, c'est parti. Une primaire en chasse une autre. La primaire de la droite est terminée. C'est parti pour la primaire de la gauche, avec aujourd'hui le coup d'envoi officiel de la campagne. Donc il s'est bien passé des primaires à droite, dont j'avais dit que le système voulait que ce soit Juppé qui les gagne, parce que comme ça, il y aurait Juppé face à Marine Le Pen au deuxième tour, et que Juppé était un candidat préparé pour être le candidat centriste qui faisait le maximum de voix, et qu'il était adoubé par toutes les instances mondialistes. Vous aspirez aux plus hautes responsabilités d'État, c'est peut-être pour ça que vous avez été invité au Bilderberg 2015 en Autriche. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sujets ont été abordés au cours de cette réunion et qu'est-ce que vous vous êtes dit? Donc ça n'a rien de mystérieux, simplement, pour avoir la totale liberté de parole, c'est une originalité, il n'y a pas de journaliste. Évidemment, ça crée tout de suite des suspicions. Qu'est-ce que c'est une société secrète? Alors, Juppé s'est fait sortir par Fillon. Donc, en quoi j'ai eu raison, en quoi j'ai eu tort? Juppé était bien le candidat choisi par les réseaux mondialistes pour vaincre Marine Le Pen au deuxième tour. C'est certain par les réseaux de soutien qu'il avait, et c'est même tellement certain qu'il pensait, fort de tous ces réseaux, que la primaire à droite était une formalité, ce qui l'a conduit à faire une erreur tragique, qui prouve qu'il est un mec un peu psychorigide, c'est qu'il a fait sa campagne des primaires qui était pour séduire les électeurs de droite, il a fait déjà une campagne de deuxième tour face à Marine Le Pen. Et donc, une campagne de centre. Vous savez qu'elle a toujours été, et qu'elle est encore aujourd'hui mon rêve pour la France. Celle d'une France heureuse et fière de son identité. Et cette identité, pour moi, c'est sa diversité. Nous ne sommes pas tous pareils, je l'ai dit, nous avons des origines, des couleurs de peau, des religions différentes. Tout ça est une richesse. L'idée d'une union entre deux homosexuels, femmes ou hommes, est aujourd'hui absolument entrée dans notre droit et dans nos mœurs, et naturellement, je n'y toucherai pas. Résultat des courses, par ses allocutions successives, où il n'a rien modifié finalement de son plan de bataille pour le deuxième tour des présidentielles, il s'est fait sortir par un mec qui a fait une campagne pour séduire la bourgeoisie de droite, qui étaient ceux qui votaient pour la primaire. François Fillon propose une cure d'austérité importante, 100 milliards d'économies sur 5 ans. Pour y parvenir, il compte supprimer 500 000 postes de fonctionnaires et repousser l'âge de la retraite à 65 ans. Le mariage pour tous a perturbé ce que j'appelle le droit de la filiation. Et moi, je veux remettre de l'ordre dans le droit de la filiation. C'est-à-dire que je veux inscrire dans le droit de la filiation un principe naturel, c'est qu'un homme, un enfant est toujours le fruit d'un homme et d'une femme. Et Fillon, lui, a fait une campagne pour séduire les électeurs de la primaire à droite, une campagne essentiellement basée sur les réseaux de la Manif pour tous. Ce qui valide aussi mon analyse que Marine a commis une grosse erreur stratégique à une certaine époque qui date d'avant les régionales, c'est effectivement de ne jouer que Philippot et que la gauche du travail et de laisser à l'abandon la droite des valeurs. Robert Ménard défile contre le mariage homosexuel. Je l'ai dit à Marine Le Pen plusieurs fois. Pardon de te dire que c'est une erreur de ne pas y aller. Rien à faire. Pour toute une partie du FN, la pilule est difficile à avaler. Un truc comme ça, tu dois être là, Marine. On croit en toi, quoi, donc bouge. Ce qui est sûr, c'est qu'en délaissant la manifestation, elle a offert une tribune à sa nièce.
Et cette droite des valeurs qui était la Manif pour tous, elle l'a laissé reprendre par les réseaux de la Manif pour tous, qui ont été les réseaux derrière Fillon. Et en fait, ça aussi, on l'avait pas forcément vu. C'est que les réseaux de la Manif pour tous, je dirais, un peu en déshérence, se sont réinvestis derrière Fillon. Et le résultat pratique de tout ça, il faut pas l'oublier, c'est que Sarkozy a sauté comme une merde. Et ça, j'avais annoncé, vous le vérifierez aussi dans mes prédictions, j'avais dit Sarkozy est un président one-shot, il ne reviendra jamais comme Giscard n'est jamais revenu. Et j'ai eu cette conversation quand je suis allé au Brésil, lors de ma conférence sur Evola au Brésil, donc c'était il y a pratiquement 2 ans maintenant, et je discutais avec un des 4 plus proches de Sarkozy, qui était le consul de France à Sao Paulo. Il me disait Sarkozy va revenir parce qu'il tient le parti, donc il va reprendre le parti, ce qui est vrai, il avait repris le parti. Vainqueur, Nicolas Sarkozy retrouve la présidence de l'UMP. Hier soir à son quartier général, les militants fêtent l'essentiel, la victoire, sans état d'âme et sans retenue. Maintenant, c'est objectif 2017. Coucou Alain Juppé. Reste à Bordeaux, ça vaudra mieux pour toi. Mais moi, j'avais dit à ce type, qui était donc consul, je dis Sarkozy, même s'il prend le parti, et le candidat de la défaite assurée, il ne pourra pas revenir, il a trop de casseroles, et il est trop bling-bling, il n'incarne pas la droite. La droite est aujourd'hui un peu sur les valeurs et ne valide plus en fait ce que représentait Sarko, qui était la droite bling-bling. N'oublions pas le mariage princier de la gauche bobo, Carla Bruni, et de Sarkozy. C'est exactement comme il représente exactement en décalé ce qu'a pu représenter Giscard à un moment donné, la Nouvelle France, espèce de modernité ridicule, effectivement, qui a pu lui permettre de vaincre, comment dirais-je, Chaban-Delmas. En 1974, un président moderne se devait le soir de son élection de faire du neuf. Alors, après la déclaration traditionnelle, il y avait eu déjà la touche Giscard. France has elected its president. Ça a marché sur un coup. Donc j'ai eu raison, Sarko ne reviendra jamais. Il a été ridiculisé à la primaire. Si Juppé n'a pas gagné, c'est qu'il a commis une grave erreur de faire une campagne de 2e tour de la présidentielle face à une candidate de droite, où il fallait lui qu'il fasse un combat de centre-gauche, alors qu'il était à une primaire de droite. Et finalement, Fillon, lui, qui a fait une campagne de droite bourgeoise, de retraités, de rentiers, et de catho-bourgeois, on va dire catholiques culturels, effectivement, a gagné la primaire de droite. Ce qui est plutôt rassurant de sa manière, ça veut dire qu'aujourd'hui, la droite française bourgeoise est quand même sur la droite des valeurs. Elle est plus sur la droite bling-bling, elle se recatholicise, ce qui doit d'ailleurs inquiéter le CRIF. Parce que le CRIF a perdu, et l'Israël a perdu son champion Sarkozy, et avec Fillon, on n'est pas sur un type qui est 100% sûr. Le sang du grand rabbin de France n'a fait qu'un tour ce matin en écoutant Europe 1. Dans le passé, je rappelle, on a combattu une forme d'intégrisme catholique, ou comme on a combattu la volonté des Juifs de vivre dans une communauté qui ne respectait pas toutes les règles de la République française. Alors. Le grand rabbin a téléphoné à François Fillon en personne. C'est quand même un catholique. Il intègre quand même la droite catholique. C'est un catholique, donc il n'aime pas le... Enfin, il y a un rapport à la vérité qui est un peu, si vous voulez, troublé. Je ne dirais pas qu'il est dans le mensonge, mais le catholicisme ne privilégie pas la vérité. Donc il y a du néo-pétainisme chez Fillon, c'est bien de le dire. D'ailleurs, j'adore que nos dominants fassent toutes les fautes, effectivement. Il y a de l'antisémitisme potentiel chez Fillon dans ce qu'il représente. Antisémite aujourd'hui, ça veut dire capacité de résistance et d'insoumission au pouvoir oligarchique mondial et à ceux qui écrasent la France et nous dominent, c'est-à-dire le CRIF. Hein. C'est-à-dire que c'est toujours une critique positive. Hein. Voilà. C'est toujours une marque d'indépendance et une marque de patriotisme aujourd'hui, l'antisémitisme. Hein. Ce n'est plus que ça. Hein. Il faut bien le comprendre. Ce n'est pas, effectivement, la nostalgie des heures les plus sombres. Hein. Voilà. Et tout candidat un peu patriote, un peu honnête, qui lutte un peu pour le sursaut de la France, sera qualifié d'antisémite par les abrutis qui nous écrasent et qui nous dominent, qui viennent de la droite, comme Aziza, antisémite, ou de la gauche, comme Askolovitch. L'antisémitisme et l'antisémitisme. Je vous dis, c'est le marqueur de l'honnêteté et du patriotisme authentique pour demain, exactement comme pour Trump aux États-Unis. Hein. Anti-Semites. Voilà. Et comme ça a été le cas pour Poisson dans la primaire. Bien sûr. Vous aviez jugé Hillary Clinton soumise au lobby sioniste. Oui. Vous ne savez pas que c'était un peu antisémite de parler de lobby sioniste? Il fallait que la haute autorité vous interpelle et vous alerte. Ça n'est absolument pas antisémite. Mais Poisson, malheureusement, a commis l'erreur d'être très honnête dans un premier temps et de baisser son pantalon à mi-cuisse dans un deuxième temps. L'homme que je suis ne demande pas pardon à la légère. J'ai eu un certain nombre de messages de mes amis qui ont été blessés par les propos que j'ai tenus. J'ai été ému
par ces messages, j'ai compris à ce moment-là qu'il y avait une forme de réparation à entamer auprès d'eux, et je l'ai fait. Parce que, ça vous excuse c'est encore mieux que ça, monsieur Aziza. Et puis les réseaux, je dirais les réseaux catholiques, par souci d'efficacité, étaient déjà sur fion. Donc il avait rien, en fait, il avait pratiquement rien derrière lui. Mais le candidat le plus respectable de la primaire à droite, effectivement, était Poisson, il n'y a aucun doute. Et dans sa vision politique, géopolitique, économique et morale. N'oublions pas que c'est un catholique qui a un diplôme de philosophie. Hein. Alors que Fion est un type qui est arrivé, comment dirais-je, par la politique de dos, si je veux employer une métaphore. De ce point de vue-là, il est plus proche de Pierre Berger que du général de Gaulle. Hein. Voilà. Mais bon, il paraît que... après, les gens changent, etc., etc. En tout cas, aujourd'hui, il porte sur les épaules les espoirs de la bourgeoisie française traditionnelle catholique enracinée. Est-ce qu'il aura les épaules suffisamment solides pour oublier qu'il est aussi le candidat de la trilatérale des Bilderberg et de la grande banque franco-judéo-catholique? On le saura au prochain épisode. Nous avons eu la primaire à droite qui a fait un beau spectacle politique et qui a amené Fion, qui est quand même un peu moins pire que Sarkozy, et sans doute aussi un peu moins pire que Juppé. Hein. Et puis maintenant, on lance ce que j'avais annoncé aussi de longue date. 1, la primaire à gauche, et 2, que la primaire à gauche est normalement faite pour amener Valls. Le choix, il est clair. La seule personnalité qui a l'envergure d'un homme d'État, c'est Manuel Valls. Son expérience, son courage, son énergie font de lui quelqu'un capable demain de diriger l'État. Les autres, qu'ils se regardent en face quand même. Quand je vois tous les connards qui m'ont dit que ça n'aurait pas lieu et que Valls ne pourrait pas, etc., bien sûr que si. Valls, la primaire à gauche est organisée pour amener Valls sur les fonds baptismaux, effectivement, etc., de l'alternative, avec cette idée d'un deuxième tour, Valls, qui maintenant c'est plus Juppé, ça sera Valls-Fillon, pour éliminer Marine Le Pen et le Front National. Alors moi, ce que je dis, c'est que cette primaire à gauche est organisée pour Valls, et Valls n'est le candidat, en fait, que du CRIF et d'Israël. Il y a la haine d'Israël, il y a l'antisémitisme, et il y a l'antisionisme, c'est-à-dire tout simplement le synonyme de l'antisémitisme et de la haine d'Israël. Mais je vous dis, le CRIF et Israël, c'est la même chose, sont très inquiets parce qu'ils ont perdu Sarkozy, ils sont pas 100% sûrs de Fillon, et à gauche, en fait, ils n'ont de sûr que Valls. Valls n'existe que parce qu'il est, par sa femme, éternellement attaché à la communauté juive et à Israël. Quand même! Il est le candidat de la domination du lobby judéo-sioniste sur la France, du CRIF et d'Israël, et donc des attentats. Nous devons cette vérité à nos peuples. Il y aura d'autres attaques, des attaques d'ampleur, c'est une certitude. Hein, c'est très important. Hein. Je pense, moi, c'est mon analyse, hein, comme quoi vous voyez que j'ai eu bon à 90% sur mes analyses depuis des années, je pense, moi, qu'il va perdre la primaire à gauche, parce qu'en fait, il est totalement illégitime en réalité. Car l'esprit même de Montpellier, c'est le mouvement qu'on invente, c'est la liberté. Non, 49, on n'oublie pas, on n'oublie pas. Moi, je pense que la claque, en fait, on est 66 millions à vouloir te la mettre, quoi. Enfin, c'était juste trop bon, sans déconner, quoi. Il a les plus gros sponsors derrière lui, les médias derrière lui, mais je pense que le peuple de gauche, et même, à la limite, je dirais, les élites de gauche, qui sont encore un peu de gauche, même si c'est pas une gauche très sociale, etc., elles ne veulent pas de ce petit hystérique, en réalité d'extrême droite, qui les a tous mis à l'amende de façon vulgaire et violente, et qui est très illégitime, parce que le courant qu'il représente au PS pesait combien 5%, voilà. Promettre seulement ce que l'on tiendra est ma seule règle. Nous n'y parviendrons qu'en défendant des propositions crédibles pour désendetter notre pays, redonner de l'énergie aux Français, redonner un cap à la France, c'est le sens de ma candidature. Finalement, comme Fillon est sorti alors qu'on avait prévu que ça serait Juppé, je pense que de cette primaire fabriquée dont il est prévu que ce soit Valls, ça peut être Montebourg qui sort. Hein.
Je prédis qu'il ne va pas la gagner, la primaire. Mais bon, elle est faite pour lui, hein, pourtant. Voilà. Et quand même, tout ça, c'est pour nous amener à une présidentielle où, effectivement, on nous dit c'est nouveau, il y a des champions, genre c'est plus la peine de voter Front National. La modernité en politique, c'est plus le Front National. Depuis 3 ans, je trace ma route à l'écoute des Français, avec mon projet, avec mes valeurs. Et progressivement, j'ai senti cette vague qui a brisé tous les scénarios écrits d'avance. Peu connu des Français, Benoît Hamon sera finalement le candidat des socialistes à l'élection présidentielle. Pour Benoît Hamon, c'est la véritable gauche qui a relevé la tête. Et je vous dis, le seul souci du système, c'est que Marine Le Pen ne soit pas au deuxième tour, et c'est au deuxième tour, effectivement, qu'elle ne gagne pas. Il y a aujourd'hui une partie de la société française qui chavire. Et politiquement, ça s'appelle Marine Le Pen, le Front National. Et maintenant, regardez les programmes des uns et des autres, regardez qui peut, au deuxième tour, le mieux battre Marine Le Pen. Et pourquoi ils ne veulent pas que Marine Le Pen soit au deuxième tour? Première chose, parce que si Marine Le Pen est au deuxième tour, elle perdra la présidentielle, ce qui n'est pas sûr d'ailleurs, mais elle fera 35%. Elle ne fera pas 18% comme son père. Et derrière, il y a les législatives. Malgré les affaires qui touchent le Front National, la tendance dans les sondages est de plus en plus nette. En cas de second tour face à Emmanuel Macron, l'écart se resserre depuis 2 semaines. La présidente du FN serait battue, mais obtiendrait 40% des suffrages. Face à François Fillon, même constat. Selon une dernière enquête IFOP, elle atteindrait 44% des voix. Et là, à mon avis, elle peut prendre 100 députés. Ça change toute la donne. Hein. La vraie inquiétude de Minc, c'est il dit Marine Le Pen sera au deuxième tour, on ne peut pas l'empêcher. Mais ce qu'il faut empêcher, c'est la déferlante Front National aux législatives. Hein, voilà. Donc pour ça, effectivement, si elle pouvait ne pas être au deuxième tour, et être que 3e du premier tour, grâce à tout ce battage et ce bastringue, primaire à gauche, primaire à droite, champion de la gauche renouvelée, qui était prévu pour être Valls, c'est une nouvelle gauche anti-islamique, une nouvelle gauche autoritaire, une nouvelle gauche libérale, c'est-à-dire une extrême droite en réalité, et puis en face, qui était Juppé, qui était le candidat atlantiste, sioniste, Bilderberg, tout ce que vous voulez, maintenant ça sera Fillon, ils vont tous essayer de venir juppiser Fillon maintenant qu'il a gagné de manière inattendu, ça sera effectivement pour, quel que soit le vainqueur, de toute façon, ça sera le candidat de droite qui gagne, hein, c'est ce qu'on appelle l'alternance, c'est le coup de la droite. Donc moi j'ai toujours dit, Valls va y aller parce qu'il veut devenir le champion de la gauche, parce qu'en général, la présidentielle, sauf braquage comme Sarkozy ou Giscard, mais quand on fait un braquage sur les présidentielles, on ne gagne pas 2 fois. Ceux en général qui ont gagné 2 fois, c'est parce qu'ils ont mis 3 présidentielles à y arriver. C'est Chirac, c'est Mitterrand, c'est la vraie tradition de la Ve République. Donc Valls, il cherche pas à gagner, là, il cherche à être le champion de la gauche pour les années à venir et le candidat du prochain coup. Donc il se trouve que je veux devenir président. Tu veux devenir président de la République? Oui. Tu as raison, il faut avoir de l'ambition. Hein. Tu attends que François Hollande termine son mandat, qu'il en fasse un autre, hein, que moi je puisse en faire 2 autres, que tous les autres, et puis après tu arrives. Alors après, on a le mystère des voix centristes, on a Macron. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Donc je rappelle que Macron a été monté au départ par Hollande, qui a espéré jusqu'au bout y aller ou gagner la primaire. Macron avait été monté contre Valls pour dire, effectivement, il y a une nouveauté à gauche. C'est pas que Valls, c'est Macron. Ça a divisé par 2 la séduction et l'efficacité de Valls. Macron s'est autonomisé. Alors, je ne sais pas s'il l'a fait de lui-même, ou si c'est Valls ou si c'est Hollande qui se disait si je gagne la primaire, je veux quand même un mec pour me rabattre les voix au 2e tour, il me faut un Bayrou de gauche. Je ne sais pas. Je pense que tout ça a été envisagé, tout ça a existé. Mais enfin, aujourd'hui, on a Macron qui n'est pas dans la primaire à gauche et on a Mélenchon qui n'est pas dans la primaire à gauche. Hein. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, que ce soit Montebourg ou Valls qui gagne la primaire à gauche, il se prendra quand même dans la gueule
par rapport à son électorat, je dirais, de la gauche traditionnelle. Il se prendra à sa gauche Mélenchon, qui est de plus en plus sur la ligne Marine Le Pen socialement, et de plus en plus sur la ligne Marine Le Pen même en géopolitique. Poutine, est-ce que vous êtes pour ce qu'il est en train de faire en ce moment en Syrie? Oui. Ah bon? Il fait quoi là en Syrie? Je pense qu'il va régler le problème. L'euro n'est pas un petit bout du cœur des autres Européens, mais un petit bout de la chaîne par laquelle vous êtes tenus. Eh bien, c'est cette chaîne que nous voulons rompre. De plus en plus pro-russe et de plus en plus social, alors il était franc-max socialiste pro-Maastricht. Maastricht, c'est le contrepoids politique à la libre circulation des capitaux. Donc c'est assez drôle, hein. On va voir ce que va devenir Mélenchon si jamais il monte, il va être un traître à la cause ou s'il va effectivement pouvoir enfin exister dans son grand rêve de petit père des peuples. Mais ces visites répétées dans les usines, chez Fralib, chez Volkswagen ou encore chez ArcelorMittal, symbole de la résistance ouvrière, me semblaient sincères et j'aimais bien la façon dont il était accueilli par ceux qui y travaillaient. Mélenchon, déjà quand il vient, bon, il prend un mégaphone, il est au portier, il vient voir les salariés, il est au contact des salariés. Il répond toujours présent. Et en toute objectivité, c'est pas de la lèche, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui nous écoute, qui nous entend. C'est assez intéressant parce que aujourd'hui, je vois très peu de différence entre Marine Le Pen, Philippot et Mélenchon, ni en politique intérieure, ni en politique extérieure. Est-ce que ça veut dire que pour vous, dans cette welcome week, tout est acheté? Globalement, il n'y a pas grand-chose à en prendre. C'était une loi qui était voulue par l'Union européenne, qui va précariser le travailleur. L'Union européenne, c'est la loi El Khomri. C'est la désorganisation des services publics. C'est la marchandisation de tout. C'est assez drôle. Hein. Alors peut-être aussi, on se dit, le système se dit, mieux vaut Mélenchon que Marine Le Pen parce qu'il a été quand même, il est quand même au Grand Orient, il a été sénateur 2 fois et il vient quand même du système intégralement. Un homme qui n'était pourtant pas le plus à gauche des socialistes contribue à arrimer Jean-Luc Mélenchon au PS. C'est François Mitterrand, auquel il restera toujours fidèle, alors même que nombre de socialistes prendront leur distance avec l'ancien président tout de suite après sa mort en 1996. Je m'en tiens à la leçon que m'a donnée peu de temps avant qu'il disparaisse celui dont j'avoue avec fierté qu'il était un maître à penser pour moi, le président Mitterrand. Mitterrand en avait fait un de ses exécuteurs testamentaires médiatiques ou publics, transmettre la flamme. Et la sincérité de l'affection de Mélenchon pour Mitterrand, 1 an après sa mort, la manière dont il en parlait, signait l'authenticité du bonhomme. Et on ne peut pas détester Mélenchon quand on a connu cela. Mais il peut rêver d'avoir un destin réellement populaire et populiste de gauche. On ne sait pas. Je m'intéresse, mais ce qui est sûr, c'est que quiconque gagnera la primaire à gauche aura quand même le problème de à sa droite Macron et à sa gauche Mélenchon. Ce qui veut dire que tout ça est très ouvert. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la vision actuelle des mecs qui réfléchissent stratégiquement, ils se disent tous, Marine, on ne pourra pas l'empêcher, elle va être peut-être première du premier tour, mais la barre de qualification au 2e tour est très basse. Donc Mélenchon, il se dit, je peux la gagner aussi. Il se dit, si Marine fait 27 au premier tour, peut-être le 2e fait 15. Marine Le Pen, Emmanuel Macron, François Fillon, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. Ils sont les 5 premiers de notre sondage ELAB pour BFM TV. Et tous les 5 ont des scores relativement élevés, au-dessus de 13%, à 70 jours du premier tour de la présidentielle, du jamais vu sous la 5e République. Un gain de quelques points pour l'un, et l'autre s'éloigne du second tour. L'affiche finale est aujourd'hui totalement incertaine. Pendant tous les premiers sondages, le ticket d'entrée pour être qualifié au second tour, il était au-dessus de 25%. Et là, on voit bien que ce ticket d'entrée pour le second tour, il est plus bas. Enfin, on peut imaginer que la barre de qualification du 2e tour, pour le 2e, soit plus basse encore qu'avait été la barre de qualification qui avait permis, n'oublions pas, Jean-Marie Le Pen d'être au 2e tour en faisant combien? En faisant 17. Alors que voilà. Donc, ce qui veut dire que au niveau des appareils politiques, tout le monde se dit, si je peux passer au 2e tour avec 16, par exemple, et face à Marine, je gagne. Puisqu'effectivement, tout le monde croit impossible la victoire de Marine et croit encore, comment dirais-je, à l'arc républicain du 2e tour. C'est-à-dire que Mélenchon peut rêver d'être président de la République, Macron peut rêver d'être président de la République, et sans doute Fillon peut rêver légitimement, en gros, si tout se passe bien, d'être déjà président de la République. Faut faire gaffe parce que Juppé est venu à la primaire à droite en pensant qu'il était déjà président. C'est ce qui lui a coûté la primaire. C'est ce qu'on appelle le syndrome Jospin. J'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après... Quand on joue le 2e tour avant le premier. Voilà. Alors évidemment, après, si on se dit il y a Marine Le Pen au 2e tour et que c'est Fillon face à elle, effectivement, c'est qui se ralliera à Fillon
contre Marine Le Pen. Si, comment dirais-je, Mélenchon le fait, c'est un suicide politique pour Mélenchon. C'est pas Besancenot. Il peut pas dire j'y vais avec des gants, etc. Parce que Fillon, c'est l'atlantisme, c'est la banque, c'est Fillon, c'est le Thatcher français. J'aimerais bien laisser dans l'histoire une trace aussi forte que celle de Madame Thatcher. Mélenchon ne peut pas appeler à voter pour la Thatcher française. Donc, par contre, effectivement, Macron pourrait y aller. Donc, il peut y avoir un ticket deuxième tour. Fillon, Macron. Pour l'instant, les éléments programmatiques sont un peu... Oui, mais enfin, on sait bien ce qu'est Macron fugace, idéologiquement. Il est à peu près aussi libéral que Fillon, peut-être plus à certains égards, avec une tonalité différente. Macron, en fait, c'est ce que j'appelle, dans ma vidéo précédente, le mystère des voix centristes. Et on est toujours là-dedans. Dans la tradition de la Ve République, on avait toujours, au deuxième tour, un ballottage très fort entre le premier et le deuxième, c'est-à-dire le candidat de gauche et le candidat de droite, qui se jouait à 2 points. Et ces 2 points étaient apportés au deuxième tour par ce qu'on appelle le mystère des voix centristes, les radicaux de gauche et les radicaux valoisiens, c'est-à-dire les centristes, qui disaient en gros, qui allaient entre les 2 tours voir les 2 candidats, ils disaient, à qui je file la victoire? Puisque la victoire, c'est celui qui amène ces petites voix. Ce sont les électeurs de François Bayrou du premier tour qui vont faire la différence. L'essentiel de la campagne va se faire au centre. La question que tout le monde va vous poser ce soir, c'est qu'est-ce que vous faites de ces 18%? C'est ce que Marine est en train de comprendre en ce moment, c'est que dans une élection présidentielle où ça se joue toujours de manière très serrée, sinon c'est qu'il y a eu un accident, un bug, comme Le Pen au deuxième tour la dernière fois, quand c'est arrivé, mais il a fait que 18 au deuxième tour. Hein. Et ça fait désordre, parce que ça fait état totalitaire, une élection où le mec fait 82. Il faut qu'il fasse 51, 52, au-dessus de 55, c'est déjà qu'on a foiré dans la gestion marketing. Hein. Et ce qui veut dire en gros qu'on ne peut négliger aucun petit candidat. N'oubliez pas que Jospin a vu sa carrière politique s'arrêter et ne jamais rien devenir, alors qu'il devait devenir président, parce qu'ils ont mal pensé le premier tour Taubira. Enfin, dernier élément avant de retrouver François Hollande, élément avancé d'ailleurs par Lionel Jospin lui-même, la dispersion des voix à gauche avec la multiplication des candidatures. Christiane Taubira a retrouvé son vélo et une vie normale. Comme toute la gauche, elle s'est réveillée groggy, mais la candidate radicale ne se sent coupable en rien, même si un quart de ses voix aurait suffi à qualifier Lionel Jospin pour le second tour. Ce qui est intéressant aussi, si on a un deuxième tour Fillon-Marine Le Pen, c'est que finalement, ça sera à une élection gauche-droite. C'est-à-dire que Fillon, ça sera la bourgeoisie de droite, et Marine Le Pen, le peuple, enfin, on va dire la petite bourgeoisie et le prolétariat. Ce qui est intéressant, c'est qu'enfin, le Front National deviendra ce qu'il avait pour mission d'être fondamentalement et organiquement, c'est le parti du peuple contre, c'est-à-dire la commune contre les Versaillais, contre la bourgeoisie. Et cette bourgeoisie sera, comme toujours, même si elle est un peu droite des valeurs, sera en fait relativement comprador dans sa vision globale, c'est-à-dire plus soumis au pouvoir bancaire, plus proche de la City, etc. Et Marine Le Pen sera effectivement incarnera le bonapartisme, le boulangisme, enfin je veux dire la vraie gauche patriote intégrale. 80 heures, 90 heures par semaine pour 300 € à peu près par mois. Le monde agricole, un électorat historiquement acquis à la droite, qui aujourd'hui bascule nettement vers l'extrême droite. Il serait près de 35% à envisager de voter pour Marine Le Pen. 51,5% des policiers et militaires ont voté pour le Front National en 2015, contre 30% en 2012. Une progression de 70% en 3 ans. Depuis plus de 3 siècles, cette meunerie fait partie du patrimoine de Saint-Quentin. Dans un mois, elle va pourtant fermer ses portes. Désindustrialisation, déclassement, un terreau fertile pour le Front National. D'ailleurs, les 10 derniers salariés du site en parlent désormais sans complexe. Vous avez une idée pour qui vous allez voter? Bien sûr. Marine Le Pen, moi. Il y a eu la droite, il y a eu la gauche, il y a eu la droite, machin. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Et d'ailleurs, ça serait intéressant de voir comment les divergences qui se émaneront, par exemple, sur le lien à Poutine et à la Russie. Comment Poutine, par exemple, commentera le deuxième tour? Est-ce qu'il pèsera du côté de Marine ou de Fillon? Hein, ça serait intéressant. Mais effectivement, si on veut aller simplement, c'est là où comment dirais-je, où Philippot est quand même un vrai stratège, c'est que le deuxième tour, pour le Front National, va se jouer à gauche et beaucoup sur la gauche sociale. C'est sur le fond que l'influence de Philippot est décisive.
il va convaincre Marine Le Pen d'infléchir la ligne politique du vieux parti d'extrême droite. Car ses analyses l'ont persuadé d'une chose. C'est en séduisant l'électorat populaire déçu par la gauche que le FN peut gagner les élections. Le programme du Front va s'en ressentir. Défense du service public et des retraites, relèvement du SMIC, tout est mis en œuvre pour séduire cet électorat populaire frappé par la crise. Parce que sur la droite morale, à la limite, ça s'équilibrera, malgré les erreurs qu'a fait Marine sur le mariage pour tous. Parce que là, on pourra quand même voir se rallier, effectivement, des réseaux genre Civitas ou des choses comme ça, et même peut-être Poisson. Mais effectivement, la décision se fera sur la question sociale, sur la question notamment des fonctionnaires, sur la question du pacte social, sur la sécurité sociale, c'est effectivement sur les questions de gauche. C'est-à-dire qu'au deuxième tour, Marine Fillon, si ça se passe comme ça, Marine sera la candidate de la gauche sociale. Alors, Monsieur Mélenchon, vous allez sans doute bondir avec cette question, mais j'ai lu très attentivement... Mais non, je peux rester très tranquille. J'ai lu très attentivement votre programme, et il ressemble, sur bien des points, notamment économiques, au problème de Marine Le Pen. Comme elle, vous voulez augmenter fortement le SMIC, ramener la retraite à 60 ans, maintenir le même nombre de fonctionnaires, retourner à une forme de planification, sortir des traités européens. Et Mélenchon, comment fera-t-il pour ne pas le reconnaître? C'est pour ça que la politique est de plus en plus intéressante et de plus en plus dangereuse. Et des périodes où la politique est intéressante et toujours les périodes où la politique est dangereuse. Notamment pour les gens comme moi qui en font honnêtement et sérieusement. Aujourd'hui, même des types comme Delval, qui sont en fait des géopoliticiens sionistes, osent dire effectivement qu'il y a une collusion entre l'islam radical, c'est-à-dire Daesh, les sponsors de Daesh, qui sont essentiellement l'Arabie Saoudite et le Qatar, tant sur le niveau des réseaux d'argent que sur l'idéologie profonde qui est le wahhabisme. Qu'est-ce qui est derrière le terrorisme? Ce que j'appelle les pôles de l'islamisme radical mondial ou du totalitarisme islamiste. Et ces pôles, je les décris un par un dans ce livre. C'est bien sûr les pays du Golfe, mais le Koweït est très souvent oublié. On parle du Qatar, de l'Arabie Saoudite. Le Koweït était le plus grand financier de mouvements islamistes terroristes en densité. 75 milliards de dollars, 65 milliards d'euros ont été dépensés depuis 1980 par la seule Arabie Saoudite qui n'est que l'un des 5 pôles de l'islamisme radical. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu un financement aussi extraordinaire, aussi planétaire, aussi massif. 75 milliards de dollars. Ce sont des chiffres sérieux, pour financer le salafisme dans le monde. On n'a jamais mis autant d'argent dans le financement d'aucune propagande, que ce soit le nazisme ou le communisme. Jamais un totalitarisme n'a disposé d'autant de moyens financiers. Donc on voit bien aujourd'hui que même les idéologues sionistes disent bien que l'islam radical est lié profondément à l'Arabie Saoudite, au Qatar en termes de réseau financier et en termes d'idéologie, et que le Qatar et l'Arabie Saoudite travaillent aujourd'hui la main dans la main avec nos élites politiques, qu'elles soient de droite sous Sarkozy ou de gauche sous Hollande. On a confié la gestion de l'islam en Europe, et c'est pas que nous, pas que la France, tous les pays occidentaux, au grand pôle de l'islamisme radical, à commencer par l'Arabie Saoudite, la Ligue islamique mondiale, l'Organisation de la coopération islamique, etc. Enfin, tous ces pôles de l'islamisme radical qui ont un projet non seulement de non-intégration, mais de conquête du monde, se sont vus confier la gestion... C'est une démarche néo-impériale, en fait. C'est une démarche néo-impériale, mais facilitée par les anciens impérialistes. Et nos politiques font croire qu'ils ne savent pas, mais leur serrent les mains. Les mêmes qui insultent Poutine et qui disent qu'il faut le faire passer devant un tribunal pénal international, les mêmes reçoivent avec les honneurs... Il le sait, ça, Hollande. Il le sait parfaitement. C'est très, très grave. C'est très grave, parce que ça veut dire que si Valls, Hollande, pour parler que d'eux, évidemment, c'est ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, s'ils savent ça et qu'ils continuent à leur parler, à discuter avec eux, à la considérer pas comme des ennemis, ils trahissent la France. Mais bien sûr, la France et les valeurs de l'Occident. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'aujourd'hui, où il y a des attentats islamistes radicaux de Daesh en France, sponsorisés par l'Arabie Saoudite et le Qatar, le silence de nos politiques sur cette collusion, et donc sur leur co-responsabilité, et même sur leur trahison, est acheté par des ventes de Rafale et d'armements très chers. Quand Manuel Valls débarque à Riyad, les Saoudiens ne cachent pas leur joie. C'est toujours bon de vous voir. France-Arabie Saoudite, 10 milliards d'euros de contrats. Le gouvernement mobilisé pour nos entreprises et l'emploi. 24, 36, 24, des options. C'est presque 100 Rafales qui vont pouvoir être livrées
dans les prochaines années. Et je pense que c'est une bonne nouvelle qui confirme aussi la reprise de l'économie française. N'oubliez pas que ces ventes d'armement qui n'ont jamais eu lieu avant, on n'a jamais réussi à vendre de Rafale et d'un seul coup on en vend au Qatar et à l'Arabie Saoudite. Je le dis bien, c'est pour acheter le silence complice de nos élites politiques et leur silence complice dans le terrorisme sanguinaire qui a lieu sur le territoire français. Parce que quand on est Premier ministre et président de la République, on touche sur des comptes offshore, notamment au Luxembourg, des rétrocommissions faramineuses. Dans chaque marché de l'armement, il y a des commissions. Les commissions, ce sont des intermédiaires qui sont rémunérés parce qu'ils ont facilité le marché. Alors, ce qui se passe parfois, et même souvent, mais on ne le sait pas toujours, c'est qu'il y a des rétrocommissions, c'est-à-dire que ces commissions donnent lieu à des versements encore plus occultes, à des autres intermédiaires, souvent des décideurs politiques ou économiques. La nouvelle affaire du moment, l'affaire Karachi, tous les ingrédients d'un grand feuilleton politico-médiatique, qui sont des dessous de table, des ventes d'armement, des financements politiques, et puis des soupçons à l'égard du président de la République. Oui, pour financer, et là encore c'est au conditionnel, la campagne d'Édouard Balladur, alors candidat à la présidentielle. Autre souci, en tout cas, qui fait beaucoup de bruit, c'est que Nicolas Sarkozy était porte-parole de cette campagne d'Édouard Balladur. Et ministre du Budget. C'est un Jacques Attali ébranlé qui quitte hier soir le pôle financier. L'ex-conseiller à l'Élysée de François Mitterrand est rattrapé par les affaires. Il a été mis en examen pour recel d'abus de biens sociaux et trafic d'influence dans l'enquête sur les ventes d'armes à l'Angola. Et je dis, cette vente soudaine d'avions qu'on n'arrivait jamais à vendre à des pays qui organisent le terrorisme en France, c'est effectivement l'achat du silence, de la complicité de l'État français, de nos dirigeants. Le roi d'Arabie, le roi Salman, avait promis d'investir 50 milliards de dollars en France, et Fabius était obsédé, qui était à l'époque patron de l'Équité français, obsédé par ces 50 milliards. Et le jour où les nationalistes et les patriotes français reprendront réellement le pouvoir, il faudra lancer des enquêtes profondes qui aboutiront à, dirais-je, à des procès pour de la haute trahison. Même si, je le rappelle, c'est Sarkozy qui a enlevé la haute trahison du dispositif français. Il savait ce qu'il faisait, hein, parce qu'il y passera aussi, lui. Hein. Nous, en tant que Libyens et comme régime de Mouammar Kadhafi, nous avons financé et participé à la campagne électorale de Sarkozy en 2007 et nous l'avons subventionné d'un montant important, à peu près 50 millions d'euros. Donc effectivement, nous devons combattre contre l'islam radical. Cet islam radical est sponsorisé par le Qatar et l'Arabie Saoudite, qui ne pourraient absolument pas se permettre cette politique de chaos qui touche principalement l'Europe, s'ils n'avaient pas, on leur donnait pas l'autorisation. Et cette autorisation leur est donnée par les Américains, qui les contrôlent de manière militaire intégrale, et pas que militaire, et par Israël, puisqu'en dernière instance, comme le dit Bernard-Henri Lévy, chaque fois qu'il est un peu trop drogué pour tenir sa langue, parce que tout ça, en dernière instance, c'est bon pour Israël. C'est bon pour Israël. Hein. Le Qatar et l'Arabie Saoudite arment le terrorisme islamique qui sévit en banlieue et qui tue nos citoyens, avec la complicité de nos gouvernants français actuels, parce qu'en dernière instance, c'est voulu par l'oligarchie mondialiste qui est essentiellement la volonté américaine et la volonté israélienne. But that email says that no, it is the governments of Saudi and the government and Qatar that have been funding ISIS. The consequence of that is that this notorious terrorist jihadist group called ISIL or ISIS is created largely with money from the very people who are giving money to the Clinton Foundation. Yes. C'est ce que disait Choprad avant qu'il se fasse racheter. C'est que le terrorisme, c'est d'abord un fait étatique. C'est d'abord le fait de services de renseignement. Al-Qaïda, c'est, Tarpley disait, il a raison, la légion arabe de la CIA. Et c'est ce que conclut même les anciens, hauts gradés du renseignement français, qui, quand ils disent, par exemple, pour ne pas tout dire, Daesh, on ne comprend pas. De toute manière, cette histoire d'État islamique, d'un bout à l'autre, elle est bizarre. Dans la direction de ce qu'on appelle l'État islamique, il n'y a pas un islamiste. Les 50 du sommet, il n'y a pas un seul islamiste. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Donc quand on nous dit l'État islamique nous attaque, je réponds, c'est une précision insuffisante. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Ça veut dire que Daesh, en tant que réseau islamique, est inexplicable en dehors de, comment dirais-je, de son téléguidage par le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Jordanie à un certain niveau, et donc Israël et les États-Unis. Voilà. Okay, you say no preference. There have been reports that Israel has been treating wounded Syrian rebel fighters in its hospitals on the border, including fighters from Nusra Front, which is, of course, the Al-Qaeda proxy in Syria. Do those reports worry you that Israel's
helping wounded Al-Qaeda-aligned fighters? As I said before, in a different context, it's always useful also to deal with your enemies in a humane way. Would you also treat Hezbollah fighters? No. I would not treat... Have you not just contradicted what you told me 60 seconds ago about humanely treating your enemies? No. I think as far as Hezbollah fighters are concerned, with them we have a different account. So let me be clear, you're happy to treat Al-Qaeda fighters, but not Hezbollah fighters? Al-Qaeda, to the best of my recollection, has up to now not attacked Israel. Alors, maintenant, il faut dire comment fonctionne le système de l'islam radical en France. C'est on va dire, un rasoir à deux lames. Il y a deux objectifs. Il y a un objectif immédiat, c'est de terroriser les Français par rapport à la question de l'islam, et donc de leur faire amalgamer les musulmans du quotidien et les terroristes de Daesh. Carl Schmitt, c'est uniquement le rapport à la politique. Il définit la politique comme la désignation de l'ennemi. Et dans le suicide français, la désignation de l'ennemi. Et donc je désigne l'ennemi qu'est l'islam. Oui. Alors je vous propose de revenir à la politique française. Pas l'islamisme. Non, pas l'islamisme. L'islam est très bien. Mais l'islamisme et l'islam, c'est la même chose. Leur faire amalgamer les musulmans du quotidien et les terroristes de Daesh, afin de les soumettre notamment au sionisme et au pouvoir sioniste sur la France, tel que l'incarne Valls. C'est-à-dire Israël, France, même combat. Et je ne cesse de le dire, il faut s'inspirer. Alors c'est vrai que les gens me disent, oui, je suis très proche d'Israël, franco-israël, je suis avant tout français, avant tout patriote français, et j'ai peur pour mon pays. Et aujourd'hui, il faut s'inspirer des méthodes israéliennes. Et lorsqu'Israël frappe à Gaza des terroristes, Israël protège bien sûr ses civils et son territoire, et Israël protège la France. Daesh, attentat islamiste, Koulibaly, frère Kouachi, égale Hamas et égale Gaza. Vous dites comme à Gaza. Non. L'armée française a consulté les Israéliens à cause de Gaza, parce qu'ils avaient l'expérience. Voilà, alors, exactement. Comment faire? Bombarder, nettoyer, tuer? La peur qu'a aujourd'hui le CRIF, c'est-à-dire le pouvoir français authentique, le président des présidents, c'est que les musulmans de France accèdent à l'autonomie économique par les classes moyennes et donc à l'autonomie politique et arrêtent de servir d'esclaves de l'anti-France pour les juifs. Hein, enfin, pour les juifs, pas les juifs du quotidien. Hein. Je parle des juifs comme Tesson parle des musulmans ou comme Conversano parle des musulmans. C'est pas les musulmans qui amènent la merde en France aujourd'hui. Il faut le dire, quoi. Les gens n'ont plein de cul des Arabes. Hein, voilà. Donc, pour ça, il y a faire peser une menace sur la communauté musulmane de France, celle que je protège moi et que je défends, en les faisant amalgamer à Daesh. Et c'est le rôle, effectivement, de Conversano pour les sionistes. C'est de dire, tous les musulmans, c'est la même chose. C'est aussi le rôle de Zemmour. Hein. Et donc, les soldats du djihad sont considérés par tous les musulmans, qu'ils le disent ou qu'ils ne le disent pas, comme des bons musulmans. C'est tous les musulmans, c'est pareil. Donc le type qui a réussi à devenir dentiste ou profession libérale musulman du quotidien avec 3 gosses en costard qui habitent les banlieues petites bourgeoises, machin, c'est pareil que Daesh. Et pour ça, quand on fait peser cette menace-là, c'est-à-dire qu'on menace de les ratonner, eux et leurs enfants, par des types qui auront embrigadé Conversano, qu'est-ce que c'est la menace qui est fait peser? C'est pas de dire vous allez quitter la France, c'est-à-dire que vous allez vous soumettre religieusement à notre domination, comme on a soumis le catholicisme par Vatican II, et comme on fait lécher le cul, effectivement, du pouvoir juif français religieux, que ce soit le consistoire ou le CRIF, aux élites catholiques, comment dirais-je, vaticandaires officielles. 40 ans après Vatican II, sous les lustres de la mairie de Paris, on est bien au-delà d'une simple poignée de main entre juifs et catholiques. C'est le temps du dialogue en vérité et de l'action à partir d'une mémoire commune. Si les nations juives et chrétiennes peuvent témoigner ensemble, ça crée une dynamique, je dirais, de collaboration interreligieuse. Évidemment, elle est unique parce qu'il n'y a qu'avec les Juifs que nous avons un patrimoine commun. Donc en fait, c'est là où on voit l'articulation frères musulmans, wahhabisme. C'est le rasoir à deux lames. On terrorise la communauté musulmane par Daesh pour les obliger à se soumettre théologiquement et donc religieusement et communautairement, effectivement par ce qu'on appelle le noachisme. Et là, c'est là qu'intervient Tariq Ramadan et les frères musulmans, qui ont effectivement un projet tout prêt, qui est la réforme de l'islam. Tariq Ramadan est professeur d'études islamiques à l'université d'Oxford.
Quand il est question de l'intégration de l'islam dans les sociétés occidentales, il est un interlocuteur incontournable. Ramadan prône un islam de la raison et de la bonne intelligence. Revenir aux sources de la foi, pour le reprendre comme ça, et voir comment on peut l'adapter au monde moderne? Oui, revenir aux sources de la lumière de la foi, mais ajouter à la lumière de la foi la lumière de l'intelligence. C'est-à-dire comment aujourd'hui on relève les défis de son époque. Ça, c'est fondamental pour moi. Et ça s'appelle le Vatican II de l'islam, ça s'appelle l'islam réformé, qui effectivement est un islam qui équivaut au catholicisme actuel, qui est un islam qui se soumet entièrement au nouvel ordre mondial et on va dire aux droits de l'homme mondialistes, qui sont en réalité, quand on va derrière, le judaïsme triomphant. Ça s'appelle le noachisme. Le mondialisme, c'est un mysticisme qui consiste à réorganiser le monde en fonction de préceptes spirituels et temporels. Et dans cette affaire, il y a le rôle éminent du judaïsme talmudique dans cette histoire, qui veut reformater les sociétés chrétiennes et par ricochet musulmanes et planétaires selon les normes qui sont ce qu'on appelle le noachisme par rapport à Noé, c'est-à-dire faire en sorte que les non-juifs, les gentils, obéissent à des préceptes qui sont au nombre de 7, contre le vol, contre l'inceste, contre le polythéisme. Et le peuple juif, considéré comme le peuple prêtre, doit être l'intermédiaire entre le Dieu unique et le reste de l'humanité. Et ainsi permettre l'arrivée, par la suite, du roi des Juifs. Et c'est pour ça, effectivement, qu'il y a une articulation et une logique. C'est que Daesh sert à terroriser les musulmans et le monde par rapport à l'islam. Et d'ailleurs, quand vous dites Daesh, vous dites l'État islamique. Pourquoi? Parce qu'ils appliquent l'islam. Pour que les frères musulmans soient cooptés pour proposer effectivement un islam qui est en fait l'islam au service du nouvel ordre mondial et du mondialisme. Parce que l'islam des fréristes est à la fois un antinationalisme généralisé, c'est-à-dire que ça casse les nations par le fantasme de la Oumma. Donc c'est la contribution de l'islam au nouvel ordre mondial par la destruction des nations, et c'est en même temps par l'idéologie frériste des valeurs musulmanes réduites aux droits de l'homme. نفس التغيير ونفس التحويل في مجتمعاتنا نريد كرامة الإنسان والعدل والحرية وتعليم الشعوب والحكم الراشد وإفشاء السلام بين الناس فلا بد من العودة إلى فلسفة التشريع الإسلامي ومقاصد الشريعة وفهم البعد الأخلاقي في ديننا. Donc on a bien aujourd'hui cette stratégie par la terreur musulmane de soumission des musulmans eux-mêmes pour les amener à une soumission globale et mondiale par le noachisme frériste, c'est-à-dire l'islam réformé, et en même temps au niveau français par effectivement les soumettre à la domination du CRIF en leur disant bien que on continuera de vous protéger comme on vous protégeait du temps des SOS racisme, mais il faut que vous vous soumettiez, n'espérez pas arriver à une autonomie qui pourrait vous amener sur la ligne de Kamel Béchik, c'est-à-dire à voter pour vos intérêts propres, bien compris, c'est-à-dire à voter Front National et à voter Réconciliation Nationale. Si jamais il vous prenait cette tentation, c'est-à-dire de défendre vos intérêts objectifs et authentiques, on vous mettra sur le dos les petits mecs que sont en train de recruter Conversano. C'est un appel des jeunes nationalistes lyonnais. Nous en avons marre de croiser dans nos rues des islamistes armés de barbe et de djellaba, prêchant le Coran et le djihad toute la journée. Nous vous informons de la création d'une brigade anti-islamiste composée de jeunes lyonnais. Dès que nous croiserons des islamistes en grande barbe, en djellaba, en tenue islamiste arrogante et provocatrice pour la France, nous les lyncherons, nous les raderons. Donc c'est ça la question musulmane telle qu'il faut la traiter aujourd'hui. Voilà. Il faut lutter à mort contre l'islam radical, mais comme nous le faisons nous réellement. C'est-à-dire en ayant comme meilleur allié dans cette lutte les musulmans authentiques du quotidien qui pratiquent un islam qui a valu au monde musulman d'être un espace de commerce pendant 14 siècles, qui ne pratiquait pas le massacre des juifs, et en deuxième lieu, une coexistence entre chrétiens, musulmans et juifs comme il en existait partout au Moyen-Orient avant qu'Israël vienne y semer le chaos. Avec ses 300 mosquées et médersas, Alep constitue un centre islamique religieux de première importance, mais sa population est à l'image de la Syrie actuelle. L'islam n'a pas absorbé les minorités religieuses et ethniques. Les chrétiens sont encore nombreux, près du quart de la population.
C'était le cas du Liban, c'était le cas de l'Irak. En fait, c'était ce qu'on appelle les minorités chrétiennes d'Orient, qui sont mises en danger aujourd'hui par Israël et par la stratégie israélienne. Rappelons-nous de Tarek Aziz, rappelons-nous de la situation des chrétiens d'Orient en Syrie avant que le nouvel ordre mondial vienne y semer le chaos. Les chrétiens représentent 10% de la population, mais sont considérés comme une minorité active, éduquée et commerçante. Ils trouvent depuis l'indépendance syrienne en 1946 un protecteur, le parti Baas, défenseur acharné de la laïcité et potentiel rempart contre l'islam politique, dont le président Bachar al-Assad est le dernier héritier. Nous, les chrétiens, nous ne sommes ni pour les uns, ni pour les autres. Nous soutenons juste notre croyance. Bachar el-Assad nous a donné tous nos droits. Il fait partie des Alaouites, une minorité, comme nous, les chrétiens. Avec lui, nous avions le droit d'organiser nos fêtes selon nos traditions et des processions dans les rues. En Égypte, ce n'est pas possible. En Turquie non plus. En Syrie, c'était possible. C'est pour ça que nous soutenons le régime syrien. Et rappelons-nous aussi comment Poutine gère la minorité musulmane de Russie. Voilà. Et comment les musulmans russes, à travers Kadyrov fils, comprennent quel est leur intérêt bien senti comme musulmans appartenant à une nation forte ou à un empire fort comme la Russie. Теперь мы с вами, а нас десятки тысяч человек, прошедших специальную подготовку, просим национального лидера России считать нас добровольным спецотрядом Верховного Главнокомандующего, готовым защитить Россию и ее стабильность, границы, выполнить боевую задачу любой сложности. Да здравствует наша великая Родина России! Да здравствует наш национальный лидер России Владимир Путин! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Le destin des musulmans et de rejoindre la nation française, de s'émanciper du pouvoir du CRIF et de rejoindre le combat national en votant de plus en plus Front National, de même que la logique de Marine, telle qu'elle commence à le comprendre depuis son échec des régionales et sa trahison par le CRIF et le Grand Orient, elle a compris qu'elle aurait besoin de Kamel Béchik, d'Alain Soral, des musulmans du quotidien, si elle voulait arriver aux 51%, et qu'elle serait obligée, pour pouvoir gérer la France, de proposer un pacte de réconciliation nationale aussi aux musulmans intégrés, qui sont intégrés socialement, parce qu'ils sont intégrés religieusement. Car là, il y a ce qu'on appelle le redéploiement de l'espace de la francophonie, il y a ce qu'on appelle l'intérêt des gens à double culture, et il y a tout le redéploiement de la plus grande France, à l'est avec Poutine, et au sud avec notre... comment dirais-je, la francophonie, c'est-à-dire notre ancien empire colonial. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les Français qui sont musulmans et qui se veulent français et qui ne jouent pas du tout le communautarisme. En Algérie, j'avais un mouvement de jeunes que j'avais créé quand j'ai été grièvement blessé dans un combat au corps à corps, dans les Arès de Mencha. Je me suis installé dans la région, à Tébessa, et j'ai créé un mouvement de jeunes qui s'appelait les Jeunesses Françaises, donc c'était clair, net et précis, qui comportait 98% de musulmans au prorata de la population locale, 1% de petits juifs et 1% de petits chrétiens. Bon, j'en avais fait des Français, je n'ai jamais eu aucun problème avec eux. Il faut dire que je leur ai rarement parlé des valeurs de la République, dont je me tape totalement. Je leur ai parlé des valeurs de la France. Je leur ai inculqué les valeurs de la France, un grand pays dont ils devaient être fiers d'être les citoyens.